close. Madame la garde des Sceaux, je crois que vous souhaitez répondre aux orateurs et oratrices. Pardon. Oui, Madame la Présidente, assez sommairement, mais d'abord par courtoisie, remercier les différents intervenants. Sommairement, parce que je sais qu'il y a de nombreux amendements et que nous aurons donc l'occasion de revenir sur un certain nombre de points. Indiquer, donc saluer à nouveau la constance avec laquelle les députés de la majorité, je dois dire aussi, même s'il n'est plus avec nous, le député du groupe UDI, conçoivent l'importance de cette prohibition des instructions individuelles, la constance avec laquelle les députés s'expriment sur la question de la publicité des circulaires, avec des interrogations qui ne sont pas négligeables, et la constance aussi sur la question de l'impartialité, même si il est normal que nous ayons des débats là-dessus. Je remercie également les orateurs de l'opposition pour les points qu'ils ont développés, même si j'y vois davantage à la fois des contradictions et une diabolisation qui me paraît assez inutile dans ce cadre-là. Des contradictions parce que j'entends par exemple pourquoi ne pas maintenir les instructions individuelles et en même temps pourquoi vous voulez absolument vous permettre de ne pas diffuser immédiatement des instructions générales. Je crois avoir été assez claire. Je pense que nous avons ici, quelles que soient nos divergences d'opinion, de sensibilité et d'appréciation, je pense que nous avons suffisamment le sens de l'État pour savoir que la responsabilité d'État consiste dans certaines situations à être en capacité d'agir sans qu'il soit nécessaire que les informations soient publiques. Je le rappelle, les circulaires sont en règle générale publiées. Et depuis que je suis en responsabilité, les circulaires ont toutes été publiées, toutes sans exception. Je vous en tiens la liste, il y en a 16. Pas toutes signées de moi-même. Il y en a qui sont signées par la directrice des affaires criminelles et des grâces. En matière civile, elles peuvent être signées par le directeur des affaires civiles et du Sceau. Les miennes sont signées de moi. Toutes les circulaires ont été publiées au bulletin officiel du ministère de la Justice et parfois au journal officiel. Donc la règle, c'est la publication. Mais à partir du moment où nous renonçons aux instructions individuelles, nous considérons que sur certains contentieux que vous évoquez, qui ne sont pas forcément les contentieux qui posent problème, en tout cas qui sont des contentieux graves et dangereux, ou que d'ailleurs vous n'évoquez pas parce que vous ne les prononcez pas, mais on les suppose à travers vos propos, ces contentieux n'ont pas posé problème parce que les juridictions sont organisées, fonctionnent, les procédures sont au point. Il y a une vigilance de la part des procureurs et des procureurs généraux qui font que ces contentieux fonctionnent. Je pense aux contentieux les plus graves. Mais en tout état de cause, l'État peut être confronté, la société peut être confrontée à une situation particulière qui justifierait que le garde des Sceaux, sans donner d'instruction individuelle, puisse publier une circulaire générale, impersonnelle, mais qui contiendrait, comme je l'ai dit tout à l'heure à la tribune, des éléments de stratégie judiciaire qui assureraient l'efficacité de l'action publique. À partir de ce moment, il est nécessaire que ces informations ne soient pas immédiatement publiées. Mais je vous rappelle que ce texte de loi introduit l'obligation consentie. Voilà, je proclame que je suis consentante et je suppute que mes successeurs le seront. Nous consentons à publier annuellement un rapport sur les politiques pénales, sur la politique pénale, ou je peux dire les politiques pénales, parce que vous savez que j'ai fait une circulaire générale de politique pénale, mais j'ai également déjà publié 4 circulaires territoriales et nous sommes en train d'en finaliser 2 autres. Nous allons donc rendre public le rapport sur la politique pénale. Nous allons transmettre ce rapport au Parlement et si le Parlement le souhaite, nous nous présenterons devant le Parlement pour donner toutes les explications nécessaires. À ce moment-là, une circulaire dont l'efficacité est garantie par le fait qu'elle est entre les mains du parquet général et du parquet, mais qu'elle n'est pas en circulation, mais à ce moment-là, elle peut être rendue publique.
Elle peut, et je le disais tout à l'heure, si vous le souhaitez, vous pouvez en avoir connaissance, parce que le rapport de l'exécutif au législatif, vous le savez, c'est un rapport de confiance, puisqu'il y a des documents qui ne sont pas publics, mais qui peuvent être transmis aux parlementaires. Les parlementaires ont une capacité à se présenter dans les administrations, à interroger sur tout sortes de sujets et accéder aux informations. Je vous rappelle d'ailleurs que quand même l'État est organisé et que nous avons des commissions d'accès aux documents administratifs, mais vous savez qu'il y a un certain nombre de documents administratifs qui ne font pas l'objet de publication. Et ça, c'est la loi de 1978 créant la CNIL. Il y a des documents dont la publication peut être immédiate et automatique. Il y a des documents qui ne font pas l'objet de publication. Bon, voilà, moi je crois que, je le répète, je pense que nous avons suffisamment le sens de l'État pour considérer que cette possibilité doit demeurer, tout en sachant que la règle, c'est la publicité. Et je répète, en un an, je n'ai pas eu à ne pas publier la moindre circulaire. Elles ont toutes été publiées. Je tiens là à votre disposition la liste de cette circulaire si vous le souhaitez. Vous savez, je pense que vous m'en ferez crédit. Je mets à votre disposition toutes les informations qui sont nécessaires. Dans l'étude d'impact, j'ai tenu à ce que l'on dresse la liste exhaustive de toutes les interventions, de toutes les instructions individuelles, de façon à ce que vous ayez connaissance non seulement des contentieux qui étaient concernés, mais également des procédures. Donc j'estime que, vis-à-vis des parlementaires, j'ai un devoir d'information et de transparence qui me conduit à mettre à votre disposition tous ces éléments. Par conséquent, voilà. Donc j'ai du mal à entendre à la fois, il faut conserver des instructions individuelles, et puis vos instructions générales ne peuvent en aucune circonstance, absolument en aucune circonstance, faire l'objet de non-publication immédiate. Je répète, c'est publication immédiate au moment du rapport. On vous donne toutes les informations. Ensuite, bon, j'ai entendu aussi que il y aura des instructions orales ou que les procureurs entendent et que si on fait une information, lorsqu'on est interrogé, que se passe-t-il sur une procédure, le fait de dire que mais les parties civiles peuvent faire appel, Monsieur Fenech, vous expliquez que c'est une consigne donnée au procureur. Enfin, on est dans l'univers de la schizophrénie, pardonnez-moi. Qu'est-ce que ça veut dire je suppose voilà, que c'est une réplique d'expert, Monsieur Duic. Ça n'était pas innocent. Donc... Allez, écoutez, donc, Madame la ministre, un peu de calme. Alors, Monsieur le ministre de Vedjan, en tout cas, nous a fait un exposé sur les circulaires secrètes qui était en cette heure d'après-midi un exposé assez revigorant sur les circulaires secrètes. Mais enfin, nous ne sommes pas dans une salle obscure là. Bon, donc le scénario était bien monté, mais ça n'était pas davantage que cela. Justement, c'est bien pour ça que je demande que l'État puisse avoir la possibilité, en cas de stratégie judiciaire, en cas de consigne particulière sur des techniques d'enquête, qu'il puisse avoir la possibilité de ne pas rendre public, justement parce qu'on n'est pas chez les bisounours. Ah, mais j'en suis ravie. Ne m'attendez pas à un soutien dans ces bancs. Alors, des observations auxquelles je veux répondre, Monsieur Bourdoulex notamment, sur les capacités insuffisantes. Alors, moi, j'entends constamment l'ancienne, et je remercie les parlementaires de la majorité de ne pas la faire leur. L'ancienne concernant les moyens. Les moyens, oui, nous les connaissons. Nous connaissons les moyens des finances publiques en général, et donc les contraintes qui s'imposent à nous très fortement. Nous connaissons aussi les moyens qui ont été réduits sur la justice, en termes d'effectifs, en termes de moyens en général, les effectifs sur les magistrats, sur les greffiers, sur les fonctionnaires. Mais si je prends la protection judiciaire de la jeunesse, elle a quand même perdu 600 emplois en moins de 3 ans, c'est-à-dire, alors, on a tout entendu sur la délinquance des mineurs, et il y a lieu de lutter contre la délinquance des mineurs, il y a lieu d'être sévère et efficace, mais il y a lieu de faire en sorte que les mineurs entrent en désistance, c'est-à-dire qu'ils sortent du parcours de délinquance. Il demeure qu'en 3 ans, on a supprimé 600 emplois, ça fait quand même 8% de l'effectif. Alors, moi,
je veux bien entendre l'ancienne sur les effectifs, mais la réalité, c'est que la carte judiciaire a supprimé 80 postes de magistrats et 400 postes de greffiers, que la protection des mineurs a perdu des postes, que la pénitentiaire a perdu des postes. Alors moi, je veux bien entendre l'ancienne sur les effectifs. Je l'ai dit la dernière fois et je vous ai apporté l'information. Je vous ai dit que nous allons avoir 1400 départs en retraite sur le quinquennat. 1400 départs en retraite, je suis obligée de mettre en place toute une série de dispositifs pour voir si je vais arriver à combler ces départs en retraite. Parce que, en plus, et je vous ai informé que nous avons 358 postes vacants sur l'ensemble du territoire. 368 postes qui existent, qu'on ne peut pas pourvoir. Faute de magistrats. Et je vous ai même informé que, cherchant des solutions immédiates et à terme, avec les promotions de l'École nationale de la magistrature, à terme avec les concours spécifiques, les concours externes, mais aussi immédiates, en faisant regarder, j'ai mobilisé la direction des services judiciaires sur l'ensemble des magistrats que nous avons dans des structures extérieures. Parce que nous avons presque 3% du corps composé de magistrats qui sont placés dans des organismes extérieurs. Voilà. J'ai fait établir la liste exhaustive de ces magistrats. Je fais regarder leur situation pour voir dans quelle mesure nous pourrons récupérer des magistrats et les ramener en juridiction. Voilà, donc la réalité des effectifs, elle est quand même là. Suppression de postes, pas de prévisibilité, pas d'anticipation sur les départs à la retraite. Et donc, la difficulté pour nous, malgré les postes que nous créons, parce que nous créons 500 postes tous les ans sur le triennal, c'est-à-dire 1500 postes dans la justice, malgré tout cela, nous avons effectivement un certain nombre de difficultés. Alors moi, je veux bien entendre l'ancienne sur les effectifs, mais enfin, chacun doit prendre sa part quand même. Sur les juridictions, l'essentiel, c'est les juridictions et puis maintenant la façon dont elles doivent fonctionner. Je suis totalement d'accord avec vous. L'accumulation de textes ces dernières années a produit une extension du périmètre d'intervention des magistrats, une complexité dans la diversité de leurs missions et donc de réelles difficultés qu'ils affrontent tous les jours. La réponse que j'ai apportée à cela, c'était d'abord de confier une étude à l'Institut des hautes études pour la justice, qui m'a remis son rapport. C'est une étude qui portait sur les juridictions du XXIe siècle et sur la mission de juger, c'est-à-dire l'office du juge, recentrer très précisément la mission du juge sur l'acte de juger et travailler à l'équipe qui doit entourer le juge, notamment sur les profils d'assistants spécialisés. J'ai également mis en place des groupes de travail, un sur les juridictions du XXIe siècle, un autre sur les juges du XXIe siècle. Et effectivement, vous avez raison, nous devons réfléchir à la façon d'organiser nos juridictions sur l'ensemble du territoire, aussi bien en première instance qu'au niveau des cours d'appel, et nous devons réfléchir à la mission de juger. Cher Alain Touré. Point. Chérissime Alain Touré. S'exprimer. Oui, madame, je poursuis. Allez, un peu de calme, mes chers collègues. Seule Madame la garde des Sceaux a la parole. Oui, nous avons... Vous pouvez l'être en silence, Touré, Monsieur Gosselin. Nous savons la perception, la vision Jaloux, je n'en doute que pas. nous avons des institutions. Nous avons eu suffisamment d'échanges sur ce sujet-là. Moi, je suis très, très sensible au fait. Je n'ai rien à offrir, donc il n'y a pas de la part des parlementaires à mon égard la moindre complaisance et surtout pas la moindre flagornerie. Et ils n'ont rien à m'offrir non plus, sinon la qualité intellectuelle de nos débats, dont je leur sais gré, et par conséquent, ce ne sont pas des politesses que nous sommes en train de nous faire. Moi, j'ai entendu vos préoccupations, Monsieur le député. Je les entends, je les comprends, parce que je les connais de longue date. Je sais comment vous les développez, vous les argumentez. Je vous demande simplement, concernant la publicité des instructions, d'entendre ce que j'ai exposé tout à l'heure. Voilà.
Il y a ce qui était proposé, c'était une série d'exceptions. Moi, je pense que la série d'exceptions est beaucoup plus de nature à générer de la polémique et des discussions sans fin, alors que la publication étant la règle générale, il appartiendra au gouvernement et de s'en expliquer devant la représentation nationale si, à un moment donné, il estimait qu'il y aurait lieu de ne pas publier dans l'immédiat. Pas la seule concernée. Bon, alors le reste, voilà. Donc, merci à nouveau. Alors, Monsieur Marc Dolé, j'ai bien entendu vos préoccupations. Je vous remercie en tout cas pour l'engagement constant du Front de gauche sur ces deux textes-là, la réforme du Conseil supérieur de la magistrature ainsi que cette réforme sur les attributions du garde des Sceaux et ses rapports avec le ministère public. Moi, je crois que nous sommes vraiment sur un texte responsable. C'est un texte qui choisit, dans l'état assez délétère que l'on connaît dans la société, des relations de la confiance de plus en plus restreinte, réduite, rabougrie des citoyens dans les institutions en général, dans la justice en particulier, nous avons une réponse à apporter. Nous ne pouvons pas rester sur notre Aventin et considérer que chacun était contestable et qu'on ne change rien. Nous avons à entendre les inquiétudes des citoyens ordinaires, nous avons à entendre les inquiétudes de la société et nous y répondons de cette façon responsable. Je vous remercie profondément, vous qui ferez en sorte que ces nouvelles dispositions soient adoptées. Merci.